Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle Actu du Geek. Aujourd'hui on va parler de Xbox Series S et d'un mea culpa, vous allez voir pourquoi. Je vais parler également du GeForce Now de Nvidia. Je vais également faire parler d'un comparatif qui a été fait entre le A90J OLED de Sony et, c'est assez intéressant, et le Samsung Q90N Mini LED. On va revenir sur Demon's Souls parce que j'ai avancé sur ce jeu. Et on va également parler d'une petite, on va dire, une précision sur la chaîne vis-à-vis d'une petite polémique qu'il y a eu sur mon fil conducteur de ma dernière vidéo. Et donc je vais un peu m'expliquer là-dessus. Alors c'est la partie drama de la vidéo, ça se passera à la fin, je vous rassure. A tout de suite. Petite information pour commencer cette vidéo, j'ai oublié dans le sommaire, et oui j'ai oublié de parler de Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion est gratuit à partir de demain le 25 jusqu'au 28, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Vous pouvez le télécharger dès aujourd'hui, le 24, sur PC et sur console pour le tester. Donc c'est un petit cadeau de Ubisoft. Bon, on peut comprendre aussi pourquoi, parce que Watch Dogs Legion n'a pas très bien marché, je pense. Il a eu quand même beaucoup de critiques. Moi-même, je l'ai testé, je vous rappelle, sur GeForce Now. Je l'ai testé et j'ai trouvé que c'était très joli. Le Londres est magnifique, avec le ray tracing partout. Mais c'était un peu une coquille vide quand même, il faut bien le reconnaître. J'ai trouvé que le fond n'était pas à la hauteur de la forme, comme on dit. Mais après tout, vous pouvez le tester, c'est une bonne occasion. Et s'il vous plaît, eh bien, il sera à moitié prix après. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter à moitié prix. Et vos sauvegardes seront bien entendu récupérables. On va commencer avec Demon's Souls. Et oui, Demon's Souls, mon aventure se poursuit. Ma mage continue sa progression. Je suis niveau 53 et surtout, hier, j'ai battu 2 boss. Et oui, 2 boss. Alors avant, j'avais battu Phalange et Araignée de la Cuirasse. Et bien, j'ai battu le chevalier de la tour et l'idole des fous. Et oui, très très belle animation, entre guillemets, pour l'idole des fous. J'ai adoré cette animation lorsque la boss, parce que en l'occurrence, c'est une boss, arrive dans cette église. C'est juste magnifique. Donc je me suis repris à 2 ou 3 fois pour les 2 boss, mais effectivement j'y suis arrivé assez facilement, je suis assez content de moi. Donc je vous rappelle, je ferai un let's play, pour combattre le démon de feu, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais le démon de feu, je le combattrai normalement dimanche, et on verra si je réussis aussi bien ou si ça va être une catastrophe. Et maintenant venons-en à la Xbox Series S. Pourquoi je fais un mea culpa? Vous savez, sur cette chaîne, je l'ai souvent dit et je l'ai fait, je reconnais quand j'ai des erreurs, quand je fais des erreurs. Alors, pas tout le temps, parce que je ne vais pas passer mon temps à revenir sur tout, mais essentiellement, je reviens quand même sur beaucoup de sujets quand je me suis trompé, car il ne faut pas laisser courir de fausses rumeurs ou de fausses informations. À l'époque, un certain David Cage, qui est le patron de Quantic Dream, je vous rappelle, c'est Detroit Become Human, un jeu magnifique que j'avais adoré. C'est également pas mal de problèmes, entre guillemets, pour l'entreprise de Crunch, harcèlement, entre guillemets, d'employés, qui s'était plaint à l'époque, ça date de quelques années. David Cage, donc le patron de Quantic Dream, qui était aussi affilié au début à PlayStation et qui en est sorti pour être indépendant, a dit le 13 octobre 2020 que pour lui, la stratégie Xbox de faire une Xbox Series X et une Xbox Series S n'était pas une bonne stratégie, car ça allait complexifier le développement, en particulier des développeurs, pour 2 machines qui seraient différentes en termes de puissance, et donc il avait notifié ça. Sur quoi j'avais fait une vidéo en répondant que je ne comprenais pas trop sa prise de position, car moi je trouvais que c'était une belle machine, et je le pense toujours, une belle petite machine, et que finalement elle était assez similaire à la Xbox Series X en termes, on va dire, d'APU, c'est un APU bien plus petit bien entendu, mais en architecture c'était la même chose que la Xbox Series X pour moi, et donc le développement ne devait pas être particulièrement complexifié. D'autant plus que j'avais supposé, un peu à tort peut-être, mais j'avais supposé que David Cage, comme il ne développait pas sur Xbox, c'était déjà son avis était peut-être pas très pertinent, parce qu'il faut connaître les machines et les outils, les kits de développement pour pouvoir ainsi s'exprimer. Mais et surtout que finalement il venait du monde PlayStation et que peut-être il avait une petite affiliation avec PlayStation. C'était juste avant, je vous rappelle, la sortie des consoles. Donc voilà, la guerre des consoles était à son plein actif à l'époque. Eh bien écoutez, j'avais tort apparemment, et je dois le reconnaître, puisqu'il y a d'autres personnes qui se sont exprimées et qui, eux, ont développé sur les 2 plateformes, donc c'est intéressant de le dire, en particulier Remedy, et oui, Remedy, qui ont développé Control, très très beau jeu que j'ai adoré, et dont j'ai joué sur Xbox Series X, qui a dit que le problème
n'était pas simplement de diminuer la résolution, comme on le voit d'ailleurs sur beaucoup de jeux sur la Xbox Series S, ou même de dégrader un peu les textures. Non, c'était un problème plus complexe, car ça demandait un investissement plus long que ce qu'on croyait au départ pour développer des jeux Xbox Series X vers la Xbox Series S en particulier. Et les développeurs de Remedy ne sont pas les seuls à le dire. 4A Games, qui ont développé Metro Exodus, ont dit également la même chose. Donc, visiblement, et il faut le reconnaître, pour le moment en tout cas, la Xbox Series S, eh bien c'est problématique pour les développeurs, en tout cas pour certains développeurs, pas tous, mais parce qu'il y en a d'autres qui se sont exprimés de façon différente. On verra dans l'avenir comment ils vont utiliser le kit de développement. Peut-être que le kit de développement d'ailleurs de Xbox va s'améliorer dans ce sens. Parce que d'ailleurs Digital Foundry l'a dit souvent, la Xbox Series S est très intéressante. Ils trouvent que les résultats sont quand même intéressants sur cette machine. Des fois ils sont un peu surpris de la baisse de résolution. Ils disent c'est pas normal, cette machine peut faire mieux. Mais visiblement, elle peut faire quand même des choses intéressantes, au moins en Full HD. Donc on verra dans l'avenir comment ça se passe pour cette petite machine, mais je vous le répète, qui d'ailleurs est en baisse, hein. Il y a eu des prix assez intéressants avec une deuxième manette, ça revenait à 285 € la Xbox Series S, donc potentiellement elle pourrait rapidement baisser à 250 €, mais voilà, je tenais à revenir sur cette information quand même. Concernant Nvidia GeForce Now, vous savez que j'ai eu le Shield Pro TV, que j'étais très content de jouer, pour ceux qui me suivent, à Cyberpunk 2077, grâce au Shield Pro TV sur GeForce Now, avec le ray tracing quasiment au maximum sur mon écran LG C10, donc c'était merveilleux comme expérience. J'avais donc un abonnement 6 mois pour 27 € et quelques, donc moins de 5 € par mois, c'était bon, voilà, ça me paraissait tout à fait correct. Mais voilà que maintenant, ils ont changé de politique, Nvidia, et grosso modo, si vous êtes membre fondateur, ce que j'étais, on pouvait conserver un prix de 5,45 € par mois, mais j'ai arrêté, je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous ne l'êtes pas, ça va passer à 9,99 €, ce qui me semble assez cher. Alors en fait, ça revient exactement à ce que coûte maintenant Stadia, je vous rappelle, Stadia Google. Sauf que GeForce, pour moi, il a quand même quelques défauts par rapport à Stadia, et là je suis obligé de le dire. C'est-à-dire que par exemple, Stadia, vous êtes en 4K. Alors que GeForce, vous êtes toujours en Full HD pour le moment. Alors comment ils justifient cette augmentation de prix? Tout simplement parce qu'il y a un nouveau serveur, des nouveaux serveurs qui sont installés, et ça leur coûte visiblement. Oui, mais on ne peut pas augmenter de 5,49 € à 9,99 €. Je veux dire, moi je payais 27 €, imaginons que, donc 27 € les 6 mois, imaginons que j'arrête et que je reprenne plus tard, ce qui est le cas maintenant, puisque j'ai arrêté, eh bien je vais payer 9,99 € par mois, ou 99 € l'année, soit quasiment plus du double. C'est un peu comme si le Game Pass demain passait à 20 ou 26 €. Je pense que ça ferait beaucoup de bruit. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne va pas augmenter un jour le Game Pass? C'est tout à fait possible. Certains abonnés m'ont dit, oui, mais attention, un jour ça augmentera, tu verras, lorsqu'ils auront beaucoup de studios et que ça va commencer à tourner, qu'il y aura des jeux intéressants comme Elder Scrolls 6 par exemple, eh bien ça augmentera. Peut-être. Oui, si ça augmente de 1, 2, 3 € au fil des années, pourquoi pas? Maintenant que ça augmente d'une façon aussi disproportionnée d'un coup, ça me paraît assez difficile à avaler. Voilà, donc c'était en bêta test, donc ils ont justifié ça comme ça, c'était en bêta test, maintenant c'est devenu en production, mais 9,99 €, je pense que c'est un peu cher, en tout cas c'est ce que je pense moi, et comme je ne l'utilisais pas beaucoup en ce moment, j'ai décidé d'arrêter parce que je paye un abonnement Netflix, un abonnement Prime Video, un abonnement, comme vous le savez, Game Pass, bref, des abonnements, sans compter l'abonnement Internet et j'en passe, donc à un moment donné, il faut savoir faire le tri. Passons maintenant au test des téléviseurs, la comparaison, et c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi, le QN90A versus le Sony A90J. Qu'est-ce qu'on en déduit de ce test, dont je mettrai le lien bien entendu en dessous? Eh bien, visiblement, on en déduit que 1, c'est confirmé, le mini LED, je dirais, bouche les noirs, c'est-à-dire que grosso modo, on perd des détails lorsqu'il y a des scènes sombres c'est confirmé vis-à-vis du A90J, du OLED. Alors on pourrait dire c'est logique, oui peut-être, mais quand même à ce point, ça me paraît, surtout sur du mini LED, un peu dommage. Sur les scènes lumineuses, le A90J s'en sort très bien, 1300 candelas par mètre carré, quand même, je vous rappelle, c'est le plus lumineux des OLED. Bien entendu, le Samsung s'en sort bien aussi. Et donc, en conclusion, pour faire court, eh bien, le mini LED, il a tendance à trop manger de détails dans les scènes un peu sombres ou demi-sombres. C'est-à-dire que la colorimétrie du A90J, mais aussi les détails qui sont fournis, sont meilleurs sur le OLED. C'est un écran, je vous rappelle, en 65 pouces quand même, qui est à 3600 € pour le Sony, contre 3000 € pour le mini LED de Samsung. Deux écrans quand même relativement chers. Alors l'avantage quand même du Samsung, et il faut le noter, c'est qu'en luminosité, en pic de luminosité, il est quand même
largement au-dessus du OLED Sony quand même. C'est-à-dire que quand vous avez une pièce lumineuse, en plus comme il a un traitement anti-reflet beaucoup plus efficace, eh bien c'est mieux d'avoir le Samsung que d'avoir le Sony OLED, mais à condition de regarder beaucoup d'éléments dans une pièce lumineuse, avec une fenêtre qui est par exemple le plein soleil sur votre écran ou des choses comme ça. Parce que sinon, si vous regardez la plupart du temps en pénombre, en demi-lumière ou sans, on va dire, lumière directe sur votre écran, eh bien le A90J de Sony s'en sort bien mieux. Sauf qu'il y a un détail qui m'a interpellé durant le test, c'est que l'écran Sony, eh bien apparemment est chaud, assez chaud, même plutôt étonnamment chaud, on va dire, par rapport à d'autres modèles. Et oui, c'est un 1300 candelas par mètre carré OLED, je vous rappelle. La personne a d'ailleurs dit que ça lui rappelait les plasmas de l'époque. Donc j'ai regardé, et oui, j'ai regardé un peu plus en détail, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement la consommation est relativement maîtrisée pour le Sony, à 150 candelas par mètre carré, ce qui est la procédure de test chez les numériques. Ainsi, ça donne 84 watts par mètre carré de dalle, à 150 candelas par mètre carré si on illumine toute la surface à 150 candelas par mètre carré. Pour exemple, le LG C10, c'est 83 watts par mètre carré, c'est exactement la même chose finalement. Mais je suis allé voir le Samsung, du côté Samsung Mini LED, pour voir qu'est-ce que ça consommait. Alors lui, j'ai pas d'autres informations, sinon que sur le 65 pouces, j'ai 180 watts maximum. Et on n'est pas au maximum sur les deux autres écrans, c'est 150 candelas par mètre carré. Alors bien entendu, on n'illuminera jamais la dalle à 1300 candelas entièrement, ce n'est pas possible. Il y a des régulateurs qui vont retenir, baisser la luminosité maximum pour ne pas aller jusqu'à 1300 candelas sur tout l'écran, ce qui serait dangereux pour l'écran. Toutefois, on peut imaginer que de temps en temps, il puisse monter à 600 candelas par mètre carré, par exemple certains endroits à 1300 candelas, d'autres plus à 600 et d'autres à 300 candelas, ce qui ferait une moyenne de 600 candelas par mètre carré, là où le LG sera plutôt à 300 candelas par mètre carré, car je vous rappelle que le LG C10, en pic de luminosité, il est à la moitié du A90J, il tourne autour de 650-680 candelas par mètre carré. Et donc si on ramène ça à la surface d'un 65 pouces, c'est 1,16 mètre carré à peu près, eh bien on a pour les 180 watts max du Samsung, on serait plutôt à 370 watts, et oui 370 watts côté Sony pour 193 watts côté LG C10. Et vous voyez là la consommation est quand même très importante si on a des luminosités très importantes dans tous les contenus qu'on regarde. Ça veut dire une vraie consommation quand même qui est en augmentation parce que le OLED, et oui ça consomme, et donc si on veut des pics de luminosité qui soient importants, eh bien on consomme beaucoup plus, donc l'écran chauffe. Alors ça ne veut pas dire que c'est dangereux pour le Sony, il faudra voir avec le temps. Je vous rappelle que le Sony en question est quand même l'un des meilleurs OLED avec le Panasonic actuellement, mais qu'effectivement, avec de tels pics de luminosité, eh bien ça consomme beaucoup et il faut voir en termes de fiabilité ce que ça donne pour les OLED en particulier dans le temps. Et pour finir cette vidéo, je voudrais revenir sur ce petit drama, sur cette petite polémique qu'il y a eu sur ma dernière vidéo dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai posté une vidéo, si vous la regardez, qui parlait de Xbox, en particulier sur Xbox Series X, l'arrivée du Dolby Vision. Une vidéo qui avait d'ailleurs été initiée par les tests qu'a fait Vincent sur HD TV Test. Et ensuite, je suis parti pendant 2 heures, parce que j'avais autre chose à faire quand même, et donc quand je suis revenu, aux surprises, j'ai vu 3 posts, en particulier, bien alimentés en dessous, de 3 personnes qui se sont auto-alimentées, on va dire, en disant que ils avaient posté des choses avec des liens, pour expliquer que par exemple la Xbox Series X Dolby Vision c'était limité, c'est Vincent de HD TV Test qui l'avait expliqué par rapport à la PS5, chose que j'avais déjà relayée à l'époque entre guillemets, et que les liens avaient disparu, que je faisais de la censure et j'en passe. Donc je me suis justifié, je n'étais pas obligé de le faire, mais je l'ai fait quand même parce que je me suis senti quelque part atteint, je suis désolé de le dire, parce que je ne fais pas de censure. Je n'en fais aucune, je n'en ai jamais fait. Les seules censures que j'ai fait, c'est sur des messages insultants, et c'est arrivé très peu de fois, et également sur des liens qui redirigent vers des sites peu recommandables qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Et c'est tout. Donc je l'ai dit, je me suis justifié là-dessus, et en réponse, je n'aime pas trop apprécié parce qu'on m'a plus ou moins accusé d'être menteur, voilà, de l'avoir fait, d'avoir supprimé effectivement les messages, et de dire le contraire, d'autant plus qu'il n'est pas insultant, c'était des messages probablement qui redirigeaient vers d'autres sites, vers le site de HD TV Test où j'ai déjà commenté, je dirais, cette information, donc je n'avais pas de raison de la cacher, entre guillemets. Moi ça ne pose pas de problème, il y a des avantages sur les deux consoles, il y a des faiblesses sur les deux consoles. Moi je trouve les deux consoles très très bien, j'ai toujours dit, je les défends. Aujourd'hui je joue sur quoi? Sur PS5, entre guillemets, Demon's Souls. Avant j'ai joué sur Control sur Xbox Series X, et j'en passe. Donc à un moment donné, il faut me croire quand même quand je dis que voilà, je n'ai pas de parti pris.
Et donc si vous postez un lien qui montre effectivement un lien correct, qui montre qu'effectivement il peut y avoir une faiblesse ou un avantage sur une des deux consoles, ben faites-le, il n'y a pas de problème. Mais je trouve quand même que c'est un peu exagéré de revenir 2 heures après et de voir ce type de message, de voir, on va dire, qu'en plus ça s'auto-enchaîne, ça s'auto-alimente, c'est un peu dommage. Au lieu de poser tout simplement la question avec un seul message en disant tiens, le bon ou la brute et le geek, je n'ai pas vu mon message, je n'ai pas vu mon lien, tu sais pas ce qu'il est devenu, je me serais expliqué calmement et ça aurait pas fait toute une polémique inutile. Je ne censure personne, du moins que ce soit respectueux. Je pense qu'on est tous assez matures pour sortir un peu de ce jeu de la guerre des consoles qui est un peu puéril à mon sens. On peut donner des informations, mais dans le calme et puis sans s'invectiver pour autant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.